J'ai surpris mon mari essuyant la sueur de son premier amour quand j'ai entendu, j'ai retiré le dossier de mariage, j'ai pris mes biens familiaux et je suis parti. Il l'a épousée le lendemain puis a panioué. Le lustre de la maison Méridien projetait tellement de lumière sur la salle à manger privée que chaque verre en cristal semblait affûté comme une lame. Solange Dubois se tenait derrière la porte en noyer sculpté, à moitié cachée dans l'ombre d'une alcôve de service, et regardait son mari essuyer la sueur du front d'une autre femme. Marc Moreau se penchait vers Sophie Leroy, une serviette en lin pliée à la main. Son mouvement était doux, presque révérencieux, comme on manipule une tasse de porcelaine fêlée qu'on ne peut se résoudre à perdre. Sophie leva son visage vers lui. Ses cils étaient humides, ses lèvres pâles d'une performance de faiblesse, mais la courbe au coin de sa bouche était assez claire pour que Solange la voie. Autour d'eux était assise la famille de Marc. Sa mère, Denise Moreau, souriait si largement que les rides à côté de sa bouche s'approfondissaient en triomphe. Son jeune frère, Rémi, avait rapproché sa chaise de Sophie et lui demandait si elle voulait plus de thé au gingembre. Deux cousins du côté de Marc étaient arrivés à mi-dîner, et même riaient comme si la vue d'un homme marié s'occupant de son amour de jeunesse devant sa femme était un rituel familial ordinaire. Les doigts de Solange s'enfoncèrent dans le porte-documents en cuir sous son bras. À l'intérieur se trouvait le premier brouillon d'une demande de divorce, des copies de titres de propriété, des relevés bancaires et une note de son avocate lui disant de ne confronter personne à moins qu'elle ne puisse enregistrer clairement et en toute sécurité. Elle avait voulu entrer, placer les papiers devant Marc et mettre fin à la farce de 3 ans devant les personnes qui l'avaient aidé à la construire. Sa main tendit vers la poignée de porte. Puis Marc parla. « Arrête de t'inquiéter, dit-il doucement. » Sophie leva les yeux vers lui. Mais Solange n'est pas stupide. Et si elle le découvrait avant que tout ne soit fait? La voix de Marc portait à travers l'étroite ouverture de la porte. Elle était patiente, presque tendre. Pourtant, sous elle, Solange entendait un fil d'irritation qu'elle n'avait jamais entendu quand il lui parlait. J'ai déjà retiré le dossier d'état matrimonial avec Solange Dubois du dossier hypothécaire. Une fois le divorce prononcé et la compagnie de titres acceptera l'affidavit mis à jour, nous pourrons clôturer la résidence du port. Ensuite, nous nous enregistrerons correctement. Tu n'auras plus à attendre longtemps. La main de Solange se figea sur la poignée. Retirer le dossier d'état matrimonial. Résidence du port, s'enregistrer correctement. Son cœur ne s'accéléra pas. Il battait lourdement et lentement, comme si chaque battement devait se traîner dans la boue. Elle comprit assez pour savoir que Marc n'avait pas simplement triché. Il avait arrangé des papiers, l'éligibilité au logement, la classification hypothécaire et une nouvelle vie avec Sophie pendant que Solange était encore légalement sa femme, et pendant que sa famille la pressait de vendre l'appartement que ses parents lui avaient laissé. 3 mois plus tôt, Solange n'avait pas pensé que le mot divorce lui appartiendrait un jour. Son mariage avec Marc avait l'air sensé de l'extérieur. Elle était la fille unique de 2 instituteurs qui avaient passé leur vie à épargner pour une seule sécurité, un appartement de 3 pièces dans une zone scolaire très prisée de Lyon, acheté avant que Solange ne se marie et titré à son nom seul. Elle travaillait comme chef de projet pour un cabinet de design. Pas glamour, mais respectée. Le genre de femme à qui ses collègues confiaient les budgets et les délais parce qu'elle ne laissait jamais les détails lui échapper. Marc venait d'une petite ville des Ardennes. Son père était mort tôt. Sa mère n'avait pas de véritable revenu de retraite. Et son jeune frère, Rémi, passait d'un emploi à l'autre. Marc s'était débrouillé pour aller à l'université d'État, avait rejoint une entreprise nationale de design d'intérieur et était passé de vendeur à directeur régional avec un beau salaire et un sourire poli. À leur mariage, organisé dans un jardin botanique que ses parents aimaient, Marc avait tenu les mains de Solange devant les 2 familles et avait dit, « Avec moi, Solange n'aura jamais apporté quoi que ce soit seule. » Pendant la première année, il avait presque tenu cette promesse. Il voyageait constamment, mais il appelait. Il faisait attention à ses parents avant qu'ils ne décèdent. Il avait appris comment Solange prenait son café. Il envoyait de la soupe quand elle travaillait tard et envoyait un SMS à Denise pour qu'elle ne critique pas Solange de ne pas préparer de dîners familiaux élaborés. Lorsque Denise venait des Ardennes et se plaignait que l'appartement de Solange à Lyon était trop petit pour un homme avec l'avenir de Marc, Solange laissait les mots glisser.
Elle pensait que toutes les familles avaient des aspérités. Le changement est survenu l'automne précédent. Les voyages d'affaires de Mark se sont multipliés. Son téléphone a acquis un nouveau code d'accès. Il a commencé à prendre des douches avec le téléphone sur l'évier. Quand Solange s'approchait, il éteignait l'écran. Il disait qu'il était sous pression. Il disait que les objectifs régionaux étaient brutaux. Il disait que la tension artérielle de Denise était mauvaise et que Rémi avait besoin d'aide pour chercher du travail. Une femme sensée, sous-entendait-il sans le dire, ne lui rendrait pas la vie plus difficile. Puis Denise et Rémi sont arrivés avec des bagages et des excuses. Denise a dit que le toit de sa vieille maison de ville était en réparation. Rémi a dit que son colocataire était parti et que le bail était devenu impossible. Il resterait avec Solange et Marc pendant quelques semaines. Quelques semaines sont devenues un mois. Denise prenait la chambre principale 2 fois par semaine parce que son dos lui faisait mal et que le matelas de la chambre d'amis était trop ferme pour une jeune personne. Rémi a colonisé le bureau avec du matériel de jeu, de la poudre de protéines et du linge qui sentait la bière éventée. Marc a dit, ils n'ont nulle part ailleurs, Solange. Essaie d'être gentille. La gentillesse, Solange l'a appris, était souvent le nom que les gens donnaient à une femme quand ils voulaient qu'elle cède de l'espace. Elle n'a pas posé de questions tout de suite. Elle a observé, son instinct n'était pas dramatique. Il était investigateur. Elle a vérifié la caméra de tableau de bord après que Marc ait oublié de supprimer une semaine d'images. Elle a examiné la ligne téléphonique secondaire qu'il avait ajoutée à leur forfait familial et jamais retirée. Elle a trouvé une sauvegarde cloud d'un ancien téléphone qui n'avait pas été correctement nettoyé. Dans cette sauvegarde se trouvait une photo de Marc et Sophie Leroy dans un champ de fleurs jaunes, tous deux riant d'une manière qui semblait assez jeune pour être dangereuse. La date estampillée était 3 mois avant le mariage de Solange et Marc. Sophie avait été la petite amie de Marc à l'université, ou plutôt l'amour presque que tout le monde appelait compliqué. Elle était partie à l'étranger après l'obtention de son diplôme, était revenue l'année précédente et avait lancé un cabinet de conseil immobilier boutique s'adressant aux acheteurs à revenus élevés et aux cadres d'entreprise. Son nouveau bureau se trouvait dans la même tour que le siège régional de Marc. Les dates correspondaient trop parfaitement au changement de comportement de Marc pour être ignorées. Solange s'est assise dans le salon après minuit, l'appartement enfin silencieux parce que Denise et Rémi étaient allés se coucher et que Marc était censé être en appel vidéo avec le bureau de la côte ouest. Elle a regardé le visage lumineux de Sophie sur l'écran, puis sa propre réflexion dans la fenêtre noire, fatiguée, les cheveux tirés en arrière, la mâchoire serrée après une journée de travail suivie d'un deuxième service de cuisine, de nettoyage et de simulation. Elle n'a pas pleuré. Au lieu de cela, elle s'est connectée au portail des registres fonciers de la ville. L'appartement que ses parents lui avaient laissé était clair. Pas de privilèges, pas d'hypothèque, pas de transfert. Elle a téléchargé une copie certifiée de l'acte. Puis elle a extrait une année complète de relevés bancaires de son compte personnel et du compte joint du ménage. Les économies de ses parents sont restées séparées, exactement comme son père l'avait demandé avant sa dernière maladie. Le compte joint, cependant, montrait que les contributions de Marc diminuaient fortement tandis que ses virements inexpliqués augmentaient. Enfin, Solange a ouvert l'enregistreur vocal de son téléphone et a testé la sensibilité. Le petit point rouge brillait sur l'écran. À l'aube, Denise a traîné dans le couloir et a vu la lumière du salon toujours allumée. Encore à gaspiller l'électricité, murmura Denise. Solange a fermé son ordinateur portable. Je rencontre un agent immobilier demain pour regarder de plus grands appartements. Les yeux de Denise se sont aiguisés. De plus grands appartements. Marc a toujours voulu plus d'espace, dit Solange, d'une voix égale. L'appartement de mes parents est dans un bon quartier scolaire, mais il est plus ancien. Si je le vendais et ajoutais leurs économies, peut-être pourrions-nous acheter quelque chose d'assez grand pour tout le monde. Le visage de Denise s'est épanoui de cupidité avant qu'elle ne l'étouffe avec une fausse inquiétude. Eh bien, c'est ta propriété, ma chère. Bien sûr, tu décides. Mais l'argent doit être géré avec soin. Les hommes comprennent mieux ces choses. Tu as raison, dit Solange. L'argent doit être géré avec soin. Elle est allée dans sa chambre et a fermé la porte à clé.
Derrière elle, Denise chuchotait déjà à son téléphone. Elle s'adoucit. Elle a dit qu'elle pourrait vendre l'appartement du quartier scolaire. Dis à Marc de ne pas tout gâcher. Solange s'est appuyée contre la porte et a glissé lentement jusqu'au sol. Dehors, les fenêtres, Lyon se levait dans le deuil, pâle et indifférente. La chasse avait commencé. Pas avec des cris, pas avec des plats brisés, pas avec le genre de confrontation théâtrale que les gens confondent plus tard avec le courage. Cela a commencé avec une femme assise derrière une porte verrouillée et décidant que la prochaine personne qui essaierait de l'appeler silencieuse apprendrait la différence entre le silence et la capitulation. Solange avait passé des années à croire que la paix était quelque chose qu'elle devait aux autres. La paix pour Marc après le travail. La paix pour Denise quand elle critiquait. La paix pour Rémi quand il occupait son bureau. La paix pour les proches qui disaient qu'une bonne épouse ne devait pas compter chaque euro. Maintenant, elle comprenait que la paix sans limite n'était qu'un mot plus joli pour être consommé. Ses parents ne lui avaient pas laissé une maison pour qu'elle invite des loups par la porte d'entrée. Solange a visité des appartements pendant 2 week-ends complets parce que faire semblant d'être une proie exigeait de la discipline. Elle a visité de nouvelles tours polies avec des crèches mises en scène et des salles de sport sur le toit. De vieilles maisons de ville divisées en duplex familiaux et des condos en verre surplombant la rivière où les agents immobiliers parlaient en chiffres assez grands pour rendre les gens ordinaires gênés par leur propre salaire. Denise l'accompagnait chaque fois qu'elle le pouvait, son excitation mal dissimulée sous des commentaires sur la lumière du soleil et le rangement. Celui-ci est trop étroit, a dit Denise dans une unité modèle dont le prix était plus élevé que tout ce que Denise avait possédé dans sa vie. Si Rémi reste après s'être marié, où sa femme mettrait-elle un berceau? Solange s'est retournée lentement. La future femme de Rémi vivrait ici aussi? Denise a cligné des yeux, puis a ri comme si Solange avait plaisanté. La famille aide la famille. Marc est celui qui a réussi. Naturellement, les gens se rassemblent autour de lui. Naturellement, pensa Solange, les autres se rassemblaient autour de son acte de propriété. Marc est resté curieusement prudent. Il ne s'est pas opposé devant Denise, mais chaque fois que Solange mentionnait la vente de son appartement, il lui disait de ne pas se précipiter. Le marché pourrait s'améliorer, a-t-il dit un soir, assis sur le canapé du salon pendant que Denise regardait une émission de talent bruyante à côté de lui. Tes parents ont travaillé dur pour cet appartement. Tu ne devrais pas prendre une décision émotionnelle. Émotionnelle. Solange feuilleta des brochures d'un nouvel immeuble près du parc des Cerisiers. Ta mère déteste cet endroit. Rémi déteste le bureau. Tu as dit que nous avions besoin de place avant d'avoir des enfants. Au mot enfant, l'expression de Marc s'est tendue pendant un souffle. Les enfants peuvent attendre, a-t-il dit. Ta mère ne peut pas attendre un meilleur matelas. Solange. Elle a levé les yeux. Tu ne veux pas une plus grande maison? Bien sûr que si. Il s'est levé, déjà en train de s'échapper. Je veux juste que tu sois protégé. J'ai un appel. Quand la porte du bureau s'est fermée, Solange a sorti son téléphone et a relu un email qu'elle avait trouvé par accident dans l'historique de navigation synchronisé de Marc. Il provenait d'un courtier concierge du cabinet de Sophie. Monsieur Moreau. 6 juin les plans d'étage du penthouse de la résidence du port que vous avez demandé. Sophie a pensé que l'unité orientée ouest était plus privée et conviendrait à vos projets après la correction du dossier matrimonial. Elle était particulièrement satisfaite de la proximité de la zone scolaire et de la 2e terrasse. La résidence du port n'était pas seulement chère. C'était obscène. Elle offrait également un plan de financement pour les acheteurs qui pouvaient se qualifier en tant qu'occupants principaux uniques dans le cadre d'une incitation au logement urbain étroite conçue pour écouler les stocks de luxe invendus. Les emprunteurs mariés devaient soumettre une déclaration de consentement du conjoint et une divulgation complète des actifs. Un emprunteur séparé pouvait utiliser une déclaration d'état matrimonial en attente pour postuler avant le jugement final, mais les documents devaient être précis. Marc avait apparemment essayé de frauder. Les parents de Solange l'avaient élevé dans le respect des documents. Ils n'avaient pas été des gens riches. Son père a enseigné l'histoire de 10e année jusqu'à ce que le cancer adoucisse sa voix.
Sa mère a enseigné l'algèbre et a tenu des budgets ménagers manuscrits dans des cahiers à spirale longtemps après l'existence des tableurs. Lorsqu'ils ont acheté l'appartement de Lyon, ils ont dit à Solange que ce n'était pas un cadeau pour la rendre dépendante. C'était une porte que personne ne pouvait verrouiller de l'extérieur. Ta maison doit être à toi, lui avait dit son père, lui pressant une clé USB dans la main après la clôture. Garde des copies, des actes, des testaments, des lettres de banque, tout. Aime les gens, mais garde des archives. Les archives se souviennent quand les gens mentent. Solange avait ri de lui. Puis elle s'était fiancée, éblouie, certaine que l'amour rendait une telle prudence inutile. Maintenant, elle a ouvert cette vieille clé USB, et l'amour de son père en a jailli sous forme d'actes scannés, de testaments notariés, de certificats bancaires et d'une lettre précisant que le compte d'épargne parentale était destiné à Solange individuellement, et non à un futur conjoint ou ménage. Elle a passé la nuit à construire une archive numérique. Actes, testaments. Lettres de propriété distinctes. Relevé de virement bancaire de ses parents. Virement suspect de Marc. Audio de la caméra de tableau de bord de Marc emmenant Sophie dîner après avoir prétendu qu'il était à Paris. Capture d'écran des emails de la résidence du port. Le message de Denise à Marc affiché accidentellement sur la tablette de la cuisine disant « Si Solange vend, assure-toi que l'argent ne reste pas sur son compte personnel. » Elle a tout chiffré et téléchargé des copies sur un coffre-fort cloud avec un mot de passe que personne dans la famille Moreau ne pourrait deviner. L'après-midi suivant, elle a rencontré une avocate. Le bureau d'Isabelle Duval était petit, cher et terriblement organisé. Son diplôme de la faculté de droit de Paris était accroché à côté d'une coupure de journal encadrée sur une affaire d'abus financiers domestiques qu'elle avait gagnée contre un associé de fonds spéculatifs qui pensait que cacher de l'argent par l'intermédiaire de cousins comptait comme une stratégie. Solange n'a pas pleuré dans ce bureau non plus. Elle a exposé les faits. Mon mari a probablement une liaison avec son amour de jeunesse. La famille de mon mari emménage dans mon appartement prénuptial et me fait pression pour que je le vende. Des virements suspects. Une demande de condo de luxe impliquant un dossier matrimonial corrigé. Tentative possible de créer une fausse dette conjugale. Désir de partir avec ma propriété intacte. Isabelle a écouté, les mains jointes. Votre appartement prénuptial est une propriété distincte, dit-elle. Les économies de vos parents, si elles sont documentées comme un don ou un héritage distinct, devraient également rester les vôtres. Ne mélangez pas ces fonds avec le compte joint. Ne signez aucun contrat de vente sans conseil. Ne le laissez pas créer une trace de refinancement. Peut-il revendiquer une équité parce que nous y vivons après le mariage? Il peut revendiquer beaucoup de choses. Gagner est différent. Il peut targuer de contribution, d'amélioration, de dépendance du ménage. S'il n'a pas payé de dette hypothécaire parce qu'il n'y a pas d'hypothèque, son argument s'affaiblit. Mais s'il peut vous faire pression pour que vous vendiez et que vous déplaciez les fonds dans un achat conjoint, alors votre propriété propre et distincte devient un bourbier de litige. C'est probablement le but. Solange a senti la dernière partie tendre de sa confiance se durcir. Isabelle a continué, nous avons besoin de 3 catégories de preuves. Premièrement, la campagne de pression concernant votre appartement et votre héritage. Deuxièmement, la dissipation ou le transfert d'actifs conjugaux. Troisièmement, la relation avec Sophie Leroy, non pas pour la satisfaction morale, mais parce que cela aide à expliquer le stratagème financier. Si vous pouvez documenter un plan pour déplacer des fonds conjugaux vers une propriété avec elle, nous avons un levier. J'ai des enregistrements, de l'audio de la caméra de tableau de bord, des captures d'écran. Bien. Restez dans la légalité. La France est un État à consentement unilatéral pour les enregistrements et les conversations auxquelles vous participez, mais ne piratez pas de compte. Préservez ce que vous avez déjà. Nous pourrons assigner ce dont nous avons besoin plus tard si la fondation est solide. Solange a signé une lettre d'engagement. Au moment où elle est partie, elle avait un plan. Ce plan a été testé plus tôt que prévu. 2 nuits plus tard, Denise a annoncé qu'il y aurait un invité à dîner. Invité important, a-t-elle dit, debout dans la cuisine de Solange comme si elle possédait la cuisinière. Rentre tôt. Cuisine quelque chose de bon.
Solange est rentrée à 19h avec des courses. Elle n'avait pas l'intention de cuisiner. Un rire flottait depuis le salon. Sophie Leroy était assise sur le canapé de Solange dans un tailleur crème, une cheville élégante croisée sur l'autre, une tasse de thé à la main. Denise tenait la main libre de Sophie avec une affection maternelle. Rémi lui coupait une pomme avec une attention qu'il n'avait jamais montrée à personne qui ne tenait pas une carte de crédit. Marc était assis sur la chaise latérale. Quand Solange est entrée, la culpabilité a traversé son visage avant que l'irritation ne la recouvre. Sophie s'est levée, gracieuse et lumineuse. Tu dois être Solange. J'ai tant entendu parler de toi. Je suis Sophie, l'amie de l'université de Marc. Elle a tendu une main. Solange l'a regardé, puis a regardé les sacs de courses qui lui coupaient les paumes. Bonjour, a claqué Denise. Solange, ne sois pas impolie. Sophie est une invitée. Je prépare le dîner, a dit Solange. Et je ne pense pas qu'une épouse soit tenue d'être trop chaleureuse avec l'ami de son mari de l'université quand tout le ménage a été prié de la servir. La pièce est devenue silencieuse. Sophie a retiré sa main, ses yeux s'adoucissant déjà en une confusion blessée. Marc s'est levé. Solange, ça suffit. Sophie s'est arrêtée parce qu'elle était près du bureau. Près de mon appartement aussi, apparemment. Solange s'est dirigée vers la cuisine. Asseyez-vous. Je vais cuisiner. C'est ce pourquoi j'ai été convoquée. Elle a fermé la porte de la cuisine avant que quiconque ne puisse répondre. Puis elle a placé son ancien téléphone derrière une rangée de pots d'épices, l'appareil photo orienté vers la porte, et a allumé l'enregistreur. Marc est entré 3 minutes plus tard. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» a-t-il exigé, fermant la porte brusquement. « Tu m'as humilié. » Solange a lavé les légumes sous l'eau courante. « Tu as fait entrer ton premier amour dans ma maison et tu as laissé ta mère la traiter comme une future belle-fille. Qui de nous est humilié ? Sophie est une amie. Ton esprit est sale. » Solange a coupé le robinet. La résidence du port est-elle aussi une amie ? Le sang lui a quitté le visage. Elle s'est séché les mains lentement. L'unité orientée ouest avec la deuxième terrasse. Sophie pensait qu'elle conviendrait à tes projets après la correction du dossier matrimonial. Veux-tu que je lise l'email à voix haute ? La bouche de Marc s'est ouverte, puis s'est refermée. Un instant, elle n'a pas vu de culpabilité mais de la peur. Tu as vérifié mes emails. J'ai vérifié l'épave que tu as laissée ouverte. Cet appartement est un investissement. Ça n'a rien à voir avec toi. Utiliser de l'argent conjugal pour acheter une propriété liée à une autre femme a tout à voir avec moi. Me faire pression pour que je vende l'appartement de mes parents a encore plus à voir avec moi. Ses yeux se sont aiguisés. Prudence, Solange. Elle a tendu la main vers le couteau de chef et a tapoté le côté plat sur la planche à découper. Une fois, non pas une menace, mais un signe de ponctuation. Non, Marc, dit-elle. Sois prudent. Le jeu venait de commencer. Il la regarda comme si la femme devant lui avait remplacé sa femme silencieuse du jour au lendemain. Puis Denise appela du salon, la voix faussement douce. Marc, viens tenir compagnie à Sophie. La fumée de la cuisine est mauvaise pour les invités. Marc recula. Ne rends pas ça moche. Solange sourit sans chaleur. Tu l'as déjà fait. Quand il est parti, elle a enregistré l'enregistrement sous un nom simple. Première confrontation. Puis elle a préparé le dîner avec des tranches régulières, des mains fermes et un appétit qu'elle n'avait pas attendu. Non pas pour la nourriture. Pour le moment, chaque personne dans ce salon comprendrait que Solange Dubois avait cessé d'être une porte qu'il pouvait pousser. La lettre d'Isabelle Duval est arrivée au bureau de Marc un mardi matin. Le mardi soir, Marc est rentré tôt, la mâchoire serrée, son manteau coûteux toujours sur lui, et a jeté la lettre sur la table basse de Solange. « C'est quoi, ça ?» Denise l'a arrachée avant que Solange ne puisse répondre. Elle a plissé les yeux devant le langage juridique, a trouvé les expressions « rupture du mariage »,« divulgation financière » et « propriété distincte » et a éclaté. « Le divorce ?
Tu oses parler de divorce? Après avoir mangé la nourriture de mon fils, vécu sous le toit de mon fils, Solange a levé les yeux du magazine qu'elle lisait dans le seul but de paraître calme. C'est mon toit. Rémi, étalé dans le fauteuil, les chaussettes sur la tapisserie, a marmonné, allez, Solange. Marc se tue au travail. Maintenant, tu veux lui prendre de l'argent. Je veux une divulgation, dit Solange. S'il n'y a rien à cacher, tout le monde devrait dormir paisiblement. Le visage de Marc s'est assombri. Tu envoies ça à mon bureau? Tu veux que les gens se moquent de moi? Non, dit Solange. Je veux que ton avocate contacte la mienne. Si tes collègues se moquent, demande-toi peut-être pourquoi la lettre était si drôle. Il s'est rapproché. Ne me mets pas à l'épreuve. Je l'ai déjà fait. Tu as échoué. Denise a commencé à crier à propos de belles filles ingrates et de femmes modernes qui ruinaient les familles parce qu'elles lisaient trop de publications sur Internet. Solange s'est levée, s'est dirigée vers la porte de l'appartement et l'a ouverte. Denise, Rémi, vous avez 3 jours pour partir. Cet appartement est ma propriété prénuptiale. Vous êtes des invités. Je retire l'invitation. Denise a bégayé. Tu renvoies ta belle-mère? Je retire les occupants non autorisés. Si vous êtes toujours là dans 3 jours, j'appellerai la police et demanderai un rapport d'intrusion. Marc a attrapé le bord de la table. Tu n'appelleras pas la police pour ma famille. Solange a rencontré son regard. Ne prends plus de décision pour moi. Cette nuit-là, il n'a pas dormi dans l'appartement. Denise a pleuré assez fort pour que les voisins l'entendent. Rémi a appelé quelqu'un et s'est plaint que Solange était devenue folle après avoir engagé une avocate féministe. Solange a dormi avec la porte de sa chambre verrouillée et une chaise calée sous la poignée. Le lendemain, Marc a changé de tactique. Il est rentré à la maison avec des plats à emporter du restaurant vietnamien que Solange aimait et a parlé doucement. Hier, ça a dérapé. J'ai perdu mon sang-froid. Maman retournera dans les Ardennes un moment. Rémi aussi, mais le divorce. Solange, nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous pouvons arranger ça. Rends l'argent que tu as déplacé. Sa douceur a vacillé. Termine tout arrangement que tu as à la résidence du port. Coupe les liens financiers avec Sophie. Mets tes relevés bancaires complets sur la table. Il a détourné le regard. Solange a hoché la tête. Alors il n'y a rien à réparer. 2 jours plus tard, par l'intermédiaire de son avocate, Marc a proposé un règlement. Cela semblait généreux à première vue. Il reconnaîtrait l'appartement de Solange comme une propriété distincte. Il reconnaîtrait les économies de ses parents comme les siennes. Denise et Rémi quitteraient les lieux. En échange, Solange assumerait la moitié d'une dette conjugale alléguée de 80 000 €, renoncerait à toute réclamation sur les bonus et les comptes d'investissement de Marc, et accepterait que la rupture du mariage soit due à une incompatibilité mutuelle. Les documents de dette étaient risibles. Des prêts personnels de nom que Solange ne reconnaissait pas. Des notes manuscrites datées de plusieurs mois plus tôt, chacune avec des déclarations vagues sur les frais médicaux familiaux, le soutien à l'investissement, l'amélioration du ménage. Les médicaments pour la tension artérielle de Denise étaient en quelque sorte devenus un prêt de 15 000 €. L'ordinateur de jeu de Rémi semblait avoir été transformé en un achat technologique familial. Une note, prétendument signée par le cousin de Marc, contenait une faute d'orthographe dans le 2e prénom légal de Marc. L'évaluation d'Isabelle était directe. Ils essaient de vous faire payer pour vous échapper. Si nous allons en litige, nous contestons la dette et demandons des preuves. Si vous voulez de la rapidité, vous pourriez acheter la paix. Mais acheter la paix à des menteurs est coûteux et rarement paisible. Solange a demandé, que feriez-vous? Je ne suis pas vous. Si vous conseillez un client qui avait suffisamment de preuves pour créer un levier, mais pas le coup de grâce. Isabelle sourit légèrement. Je laisserai l'autre partie croire que le client est suffisamment effrayé pour négocier en personne. Les hommes qui cachent de l'argent se vantent souvent quand ils pensent qu'ils gagnent. C'est ainsi que Solange s'est retrouvée à entrer dans la maison Méridien pour un dîner de règlement formel le vendredi suivant.
La pièce s'appelait Pavillon de la pluie. Elle avait une petite fontaine intérieure en pierre, des panneaux de bambou et une table ronde assez grande pour que chaque conversation ressemble à du théâtre. Marc était assis avec son avocat, un homme aux lunettes dorées nommé Victor Laurent, qui portait la condescendance comme un parfum. Denise et Rémi étaient assis à la gauche de Marc. Sophie était assise absurdement en face d'eux dans une blouse de perles, affirmant être là en tant qu'amie neutre qui se souciait de la paix de tous. Isabelle était assise à côté de Solange et ne se donna pas la peine de cacher sa désapprobation. Victor a commencé par un discours sur l'efficacité, la dignité et l'évitement de tout préjudice public inutile. Madame Moreau, dit-il, notre position reste que le mariage doit se terminer respectueusement. Monsieur Moreau est prêt à reconnaître votre résidence prénuptiale et vos fonds hérités. En retour, vous reconnaissez les dettes du ménage et renoncez à toute autre réclamation financière. C'est un chemin propre. Dette du ménage, répéta Solange. Veuillez identifier le ménage qui a bénéficié d'un virement de 20 000 € à Étoile du Nord Aménagement SARL. Le sourire de Victor s'amincit. Nous ne sommes pas ici pour litiger des éléments. Alors pourquoi apporter de faux éléments? Marc frappa légèrement la table. Solange. Denise intervint. Tu as toujours été froide. Marc rentrait épuisé et tu le traitais comme un locataire. Maintenant, tu veux le ruiner parce qu'il a enfin des amis qui le comprennent. Rémi dit, un mariage demande de la chaleur. Tu sais, tu ne peux pas juste travailler et compter l'argent. Sophie baissa les yeux avec une sympathie feinte. J'espère que vous ne pensez pas que quelqu'un essaie de vous faire du mal. Marc a été sous tellement de pression. Il ne se plaint jamais, mais il est humain. Solange a presque admiré la chorégraphie. Fausse dette pour l'effrayer. Témoins familiaux pour la blâmer. Sophie l'a comme témoin doux de la souffrance de Marc. Victor prêt à transformer toute colère en preuve d'instabilité. Alors Solange leur a donné ce qu'ils voulaient, l'apparence d'un affaiblissement. Elle a pris une lente inspiration. Elle a laissé ses épaules tomber. Elle a laissé sa voix devenir calme. J'ai besoin de temps pour vérifier les dettes. Quant aux actifs de Marc, s'il dit qu'il n'y en a pas, je considérerais renoncer à certaines réclamations. Mais l'appartement et les économies de mes parents doivent rester entièrement miens par écrit, et votre famille doit partir immédiatement. Les yeux de Marc brillèrent de soulagement avant qu'il ne le cache. La bouche de Denise se tordit de victoire. Sophie baissa les yeux sur sa serviette, mais Solange attrapa le petit sourire. Victor se pencha vers Marc. Ils chuchotèrent. Puis Marc se tourna vers Solange avec une générosité lasse. Je peux accepter ça. Ta propriété a toujours été la tienne. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes en danger. Solange faillit lui rire au nez. Puis Sophie pressa une main sur son front. Je suis désolée, chuchota-t-elle. Je me sens étourdie. Marc réagit instantanément. Il repoussa sa chaise et alla vers elle. As-tu mangé? La pièce est-elle trop chaude? Je vais bien. S'il vous plaît, continuez. Non. Il l'aida à se lever. Sa main se posa sur sa taille avec la familiarité aisée de l'habitude. Viens dehors. Prends l'air. Denise fit claquer sa langue. Pauvre Sophie, elle travaille trop dur. Marc, prends soin d'elle. Ils quittèrent la pièce. Quelques minutes plus tard, Marc revint seul, essuyant la sueur de son propre front, essayant de réassembler le masque. Sophie va bien, dit-il. Continuons. Solange regarda la main qui avait touché le visage de Sophie, la famille feignant de ne pas voir, l'avocat feignant qu'une telle intimité était ordinaire. Elle savait alors qu'elle ne pouvait pas simplement s'échapper. Elle avait besoin que le dossier montre ce qu'ils avaient essayé de faire. Non, dit-elle en se levant. Marc fronça les sourcils. Non, l'accord est rompu. Victor se redressa. Madame Dubois, les revirements émotionnels ne sont pas productifs. Bien. Alors soyons productifs au tribunal. Elle tira un dossier de son sac. Ce n'était pas encore le coup fatal, mais c'était un coup de semonce.
Des copies des virements de Marc, les emails de la résidence du port et une ébauche de plainte demandant une injonction contre la vente ou l'entrave à sa propriété distincte. L'expression de Marc s'assombrit. Solange, ne fais pas ça en public. Tu l'as rendu public quand tu as invité ta mère, ton frère, ta maîtresse et 2 avocats pour me faire pression afin que je paie de fausses dettes. Sophie n'était pas allée loin. Solange la sentait juste derrière la porte. Dis à Sophie, dit Solange, d'une voix assez claire pour porter, qu'essuyer la sueur est plus facile qu'essuyer les empreintes digitales d'une fraude financière. La porte sculptée bougea. Pendant une seconde, Solange pensa que Sophie entrerait et avouerait ou attaquerait. Au lieu de cela, la voix de Marc se fit entendre depuis le couloir, basse et précipitée parce qu'il avait suivi Sophie à nouveau sans remarquer que la vieille porte ne se fermait pas bien. Ne t'inquiète pas, dit-il. J'ai déjà retiré le dossier d'état matrimonial avec Solange du dossier hypothécaire. Une fois que ça sera réglé, nous clôturerons. Ensuite, nous nous enregistrerons correctement. Le corps de Solange devint absolument immobile. Isabelle, à côté d'elle, l'entendit aussi. Tout comme Victor. Tout comme Denise, dont la bouche s'ouvrit, non pas sous le choc moral, mais parce que son fils avait dit la partie silencieuse à voix haute. Solange ouvrit son téléphone. L'enregistreur fonctionnait depuis qu'elle était entrée dans le restaurant. Elle attendit que Marc revienne et s'assit comme si rien ne s'était passé. Puis elle repoussa sa chaise et se dirigea vers la porte. Cette fois, quand elle l'ouvrit, elle ne l'ouvrit pas doucement. Le panneau sculpté frappa le mur avec un son qui fit taire tout le couloir privé. La main de Marc, levant à nouveau une serviette vers le front de Sophie, se figea en l'air. « Retirez le dossier » demanda Solange. Tous les visages se tournèrent vers elle. Marc pâlit. « Solange, nous parlions d'affaires. » Elle leva son téléphone et rejoua sa voix dans la pièce. « J'ai déjà retiré le dossier d'état matrimonial avec Solange du dossier hypothécaire. Une fois que ça sera réglé, nous clôturerons. Ensuite, nous nous enregistrerons correctement. » L'enregistrement se termina. Personne ne bougea. Solange se dirigea vers la table, sortit 2 lettres officielles de son dossier et les plaça sur le plateau tournant en verre. D'un doigt, elle fit tourner doucement le plateau jusqu'à ce que les documents s'arrêtent directement devant Marc. L'un portait le sceau de l'autorité financière du logement de la ville. L'autre venait de la division de conformité hypothécaire de la banque. Marc baissa les yeux, le visage vidé. Solange dit, « Il y a 3 jours, j'ai signalé votre dossier de la résidence du port. La ville a rejeté votre demande pour le programme incitatif. La banque a mis fin à la préapprobation en raison de divulgation d'état matrimonial fausses et incohérentes. Vous vouliez utiliser notre mariage quand cela vous bénéficiait et l'effacer quand cela aidait Sophie. Je me suis assuré que vous ne pouvez pas lui acheter une maison avec un mensonge. » Denise fit un petit bruit. Sophie agrippa le dossier d'une chaise. Marc fixa le timbre rouge comme si une balle avait pénétré le papier et trouvé sa poitrine. Solange se pencha plus près maintenant. Elle dit, « Nous pouvons parler. » Pendant un long moment, le seul son dans le pavillon de la pluie fut celui de la fontaine intérieure qui coulait sur des pierres arrangées. Les yeux de Marc passèrent de la lettre de la ville à la lettre de la banque et vice-versa. La première indiquait que sa demande pour l'incitation résidentielle de la résidence du port avait été rejetée en raison d'incohérences importantes dans la divulgation de l'état matrimonial et de soupçons de fausses déclarations d'actifs du ménage. La seconde l'informait que la préapprobation hypothécaire avait été résiliée en attendant un examen de conformité. Solange connaissait les phrases exactes car elle les avait lues 10 fois avant de venir. Elle n'avait pas crié en les recevant. Elle s'était assise à la table de conférence du bureau d'Isabelle, avait regardé les emails officiels s'imprimer et avait senti quelque chose de propre et de froid s'installer dans sa poitrine. Marc avait passé des mois à manœuvrer autour d'elle. Solange était allée directement aux institutions dont il devait contourner les règles. « C'est faux, dit Marc enfin. » Sa voix était faible, mais assez en colère pour feindre. « Où as-tu eu ça ?» Solange déverrouilla son téléphone. Préférerais-tu le responsable de la conformité des autorités du logement ou le directeur de l'examen des fraudes de la banque ? J'ai les 2 numéros.
Marc tressaillit. Il savait alors. Tout le monde savait. Sophie fit le premier geste insensé. Marc, tu m'as dit que la paperasse n'était qu'une formalité. Victor Laurent ferma brièvement les yeux comme s'il maudissait chaque client qui amenait des maîtresses aux négociations. Isabelle Duval se leva. Mademoiselle Leroy, je vous conseille de cesser de parler à moins d'avoir un conseil présent. Denise se remit suffisamment pour attaquer. Solange, comment oses-tu saboter l'achat de la maison de mon fils? Cet appartement était pour un investissement. Pour la famille? Pour quelle famille? Demanda Solange. Le visage de Denise se froissa. L'argent de mon fils l'a acheté. Alors, examinons l'argent de votre fils. Solange tapa sur son téléphone et ouvrit un dossier d'images. Octobre dernier, 20 000 € à Étoile du Nord Aménagement SARL, appartenant à Sophie Leroy. Novembre, 15 000 à une entreprise de design enregistrée au nom de la cousine de Sophie. Mars, 30 000 € virés le même jour où la voiture de Marc a passé 2 heures à la résidence du port avec Sophie sur le siège passager. Au total, je peux actuellement documenter 15 000 € de virements à Sophie ou à des entités liées à elle pendant mon mariage. Je crois que la découverte en montrera davantage. Les captures d'écran brillèrent sur la table. Virement bancaire, date, nom de compte, horodatage de localisation de la caméra de tableau de bord, en tête de mai. Ce n'était pas encore un audit médico-légal complet, mais c'était suffisant pour transformer l'indignation morale en exposition financière. Rémi chuchota, « Marc, c'est quoi ce bordel ?» Marc claqua. « Tais-toi. » Sophie commença à pleurer, mais les larmes vinrent tard et mal. « Solange, s'il te plaît. Tu as mal compris. Une partie de cela était des affaires. J'ai aidé Marc avec la recherche d'investissement. » Recherche sur l'appartement de mes parents? Solange ouvrit une autre capture d'écran. Elle montrait un message que Sophie avait envoyé via un portail client immobilier que Marc avait omis de déconnecter. Solange est attachée à l'ancien endroit à cause de ses parents. Si vous pouvez la faire vendre sous l'angle de la plus grande maison familiale, déplacez les fonds rapidement. Une fois le nouveau titre clair, elle aura moins de levier. Les larmes de Sophie s'arrêtèrent. L'air changea. Même Denise, qui avait la flexibilité morale de quelqu'un habitué à dépendre d'un fils qui réussissait, sembla réaliser que leur pièce avait basculé au-delà de la dispute familiale. Solange se tourna vers Marc. « Tu m'as fait pression pour que je vende ma propriété distincte. Ta mère et ton frère ont occupé ma maison pour créer une urgence. Tu as transféré des fonds conjugaux vers les intérêts commerciaux de Sophie. Tu as préparé de fausses notes de dette pour me faire peur et me faire renoncer à mes créances. Tu as tenté de manipuler les documents hypothécaires et d'état matrimonial pour acheter un appartement de luxe avec elle. Veux-tu que je continue? » Les épaules de Marc s'affaissèrent. Il sembla soudain plus vieux, son éclat dépouillé par la laide efficacité de la documentation. Victor se pencha vers lui et murmura, subtil. Maintenant, la joie de Marc se resserra. Solange sortit un deuxième dossier de son sac. Celui-ci avait été préparé par Isabelle. Reconnaissance de propriété, renonciation à la propriété distincte, protocole de règlement temporaire, calendrier de retour financier et une stipulation préservant le droit de Solange de réclamer la dissipation d'actifs conjugaux. Voici mes conditions, dit Solange. Isabelle se tenait à ses côtés, sa tablette prête à enregistrer. Premièrement, demain à 9 h, Marc et moi irons au greffe du tribunal de commerce et signerons une reconnaissance notariée que l'appartement de Lyon est ma propriété distincte acquise par don de mes parents avant le mariage et que Marc renonce à toute réclamation sur le titre, l'équité, l'occupation, l'appréciation ou les produits. Marc la regarda. Deuxièmement, il signe une reconnaissance que les 68 540 € sur le compte d'épargne de mes parents étaient un don distinct pour moi, jamais mélangé et non soumis à division. Solange, dit Marc d'une voix rauque. Troisièmement, dans les 7 jours, il retourne 15 000 € sur le compte conjugal en attendant une division légale. S'il conteste un poste, il peut le faire devant le tribunal après que l'argent ait été conservé. Je n'ai pas cette liquidité. Le dépôt de la résidence du port existe.
La société de Sophie a reçu des fonds. Votre compte bonus existe. Je ne suis pas intéressée par le caractère inopportun du remboursement. Sophie attrapa la manche de Marc. Tu ne peux pas me faire rembourser les fonds de l'entreprise. Mon flux de trésorerie, Marc retira son bras. Pas maintenant. Solange se tourna vers Sophie. Quatrièmement. Sophie Leroy est avertie que tous les fonds qu'elle ou ses entreprises ont reçus des actifs conjugaux peuvent être sujets à une récupération. Si Marc ne les restitue pas, ma réclamation vous inclura, vous et vos entités. Je préserverai également toutes les preuves de votre rôle dans la tentative de transfert de ma propriété distincte. Le visage de Sophie s'effondra dans une véritable peur. Cela ne ressemblait en rien à ses délicats malaises au dîner. C'était une panique aiguë et nue. Cinquièmement, dit Solange, regardant Denise et Rémi, Denise Moreau et Rémi Moreau quittent mon appartement ce soir. J'ai programmé un serrurier pour demain matin. Si l'un de vous reste ou revient sans permission, je déposerai un rapport de police et demanderai une ordonnance de protection si nécessaire. Denise tenta de se lever. Espèce de petite vicieuse, la voix d'Isabelle traversa la pièce. Madame Moreau, asseyez-vous. Cette réunion est enregistrée. Toute menace ou tentative d'agression envers ma cliente sera conservée et utilisée. Denise s'assit si vite que sa chaise racla le sol. Sixièmement, le divorce se poursuit par l'intermédiaire du conseil. Les dettes du ménage alléguées par Marc sont rejetées en attendant des preuves. S'il tente de faire valoir une dette frauduleuse, nous demanderons des sanctions et des frais. Victor retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. L'arrogance qu'il avait affichée plus tôt s'était évaporée. Marc regarda la pile de papier comme si chaque feuille était une porte verrouillée qui se fermait. « Tu avais prévu ça, dit-il. » Solange rencontra son regard. « Non, Marc. Tu as prévu ça. Je l'ai documenté. » Pour la première fois ce soir-là, son expression se fendit en quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. « Nous étions mariés. » Oui, c'est pourquoi c'est une trahison, pas une affaire. Denise commença à sangloter à propos de son mari décédé et de belles-filles ingrates. Rémi chuchota dans son téléphone, probablement à la recherche d'appartements qu'il ne pouvait pas se permettre. Sophie regarda Marc comme si elle venait de découvrir qu'être la femme choisie n'incluait pas d'être protégée des conséquences. Victor conseilla à Marc de signer le mémorandum et de préserver ses options. Marc signa. Sa main trembla à la première signature. Elle se raffermit à la seconde, non pas parce qu'il acceptait ses responsabilités, mais parce que la panique avait commencé à s'organiser en survie. Solange observa attentivement. Elle savait mieux que de confondre la coopération d'un homme acculé avec le remords. Chaque page fut enregistrée, chaque initiale capturée, chaque aveu écrit. Quand Marc apposa son empreinte digitale à côté de la reconnaissance, Denise fit un bruit étranglé, et Sophie détourna son visage. Solange examina les papiers, les tendit à Isabelle et dit « 9 heures demain. Ne soyez pas en retard. » Puis elle sortit. Des gens s'étaient rassemblés dans le couloir privé. Des serveurs feignant d'ajuster des plateaux. Des convives d'autres pièces chuchotant derrière des portes entr'ouvertes. Une femme en robe verte regarda Solange avec quelque chose comme de l'admiration. Un homme plus âgé s'écarta sans qu'on le lui demande. Dehors, l'air nocturne frappa le visage de Solange, frais et humide. Pendant un instant imprudent, ses genoux faillirent céder. Isabelle prit son bras, non pas comme un sauvetage, mais comme un fait réconfortant. « Vous avez bien fait, dit l'avocate. J'ai l'impression que je vais être malade. » C'est normal aussi. Solange rit une fois, un rire court et brisé. Puis elle se redressa. À la maison, Denise et Rémi faisaient déjà leur bagage avec une misère théâtrale. Denise se plaignait bruyamment d'avoir été jetée à la rue par une femme sans cœur. Rémi demanda s'il pouvait au moins garder l'écran de jeu jusqu'à ce qu'il trouve où loger. Non, dit Solange. Marc ne rentra pas cette nuit-là. Le serrurier arriva à 8 heures du matin. Il changea la serrure d'entrée, la serrure de la chambre et le code de la maison connectée.
Solange regarda les vieilles clés devenir inutiles dans la main de Marc lorsqu'il arriva pour le rendez-vous chez le notaire, l'air épuisé et furieux. Au greffe du tribunal de commerce, il signa la reconnaissance de propriété distincte sous le regard d'un notaire. Il ne regarda Solange qu'après l'apposition du dernier timbre. « Sophie et moi ne sommes pas ce que tu penses, dit-il doucement. » Solange ramassa ses copies. « Alors tu ne devrais avoir aucun mal à vivre avec ce que je peux prouver. » En une semaine, le premier remboursement frappa le compte conjugal. Puis un autre. Sophie rendit 20 000 € par l'intermédiaire de sa société avec une note le qualifiant de « remboursement d'avance de consultation ». Isabelle rit si fort en voyant la note qu'elle dut enlever ses lunettes. « Les gens avouent dans la langue qu'ils pensent les protéger, dit-elle. » La demande de divorce officielle de Solange fut déposée le même jour. La contre-attaque de Marc arriva néanmoins. Il invoqua l'abandon émotionnel. Il soumit des déclarations de Denise et Rémi affirmant que Solange avait été froide, obsédée par le travail et hostile à la famille. Il allégua que les fausses dettes étaient légitimes. Il suggéra que Solange l'avait manipulé pour qu'il signe sous la contrainte à la maison Méridien. Son avocate demanda au tribunal d'examiner l'occupation exclusive temporaire de l'appartement de Lyon parce que Marc n'avait pas de résidence stable. La réponse d'Isabelle fut dévastatrice. Elle joignit l'enregistrement de Marc discutant du retrait du dossier matrimonial. Elle joignit la lettre de rejet de la résidence du port. Elle joignit les relevés de virement de Sophie. Elle joignit la propre déclaration enregistrée de Denise se vantant qu'une fois Solange aurait vendu l'appartement du quartier scolaire, il pourrait utiliser les fonds pour un meilleur endroit et écrire le nom de Sophie plus tard si nécessaire. Elle joignit des photos de l'occupation de l'appartement de Solange par Denise et Rémi. Elle joignit la vidéo du règlement. Le juge n'accorda pas à Marc l'occupation temporaire. Lors de la première audience, Marc arriva dans un costume anthracite, le visage tiré. Sophie n'apparut pas. Denise s'assit derrière lui jusqu'à ce qu'Isabelle mentionne de potentielles assignations à témoins. Puis Denise se rappela soudain un rendez-vous médical et partit. Le juge ordonna une divulgation financière, préserva les créances de propriété distinctes de Solange et avertit les deux parties contre les transferts d'actifs. Devant le tribunal, Marc rattrapa Solange près des ascenseurs. « Solange, s'il te plaît, dit-il. C'est aller trop loin. »« Non, dit-elle, c'est enfin aller assez loin pour être consignée. » Il tendit la main vers son bras. Elle recula. Isabelle apparut à l'épaule de Solange comme une tempête invoquée. « Ne touchez pas ma cliente. » Marc laissa tomber sa main. « Je t'aimais, dit-il. » Solange pensa à l'homme au restaurant penché sur Sophie avec une serviette promettant de la paperasse et un avenir. Elle pensa à Denise mesurant la maison de ses parents avec des yeux avides. Elle pensa à son père disant « Les archives. Se souviennent quand les gens mentent. » Peut-être, dit Solange. Mais tu aimais plus ce que tu pouvais me prendre. L'ascenseur s'ouvrit. Elle entra sans lui. Pour la première fois depuis des mois, quand les portes se refermèrent, Solange vit son reflet dans le mur miroir et ne reconnut pas de faiblesse. Elle reconnut l'après-coup. C'était différent. Le divorce est souvent décrit comme la fin d'un mariage. Mais Solange a appris que c'était plus comme un audit. Chaque créance devait être tracée. Chaque dette remise en question. Chaque tendre souvenir dépouillé de son parfum et pesé contre des documents. Elle a passé des nuits après le travail assise à côté du parajuriste d'Isabelle. Triant les relevés bancaires en catégories. Dépenses ménagères, dépenses personnelles, retraits inexpliqués, virements vers des entités connues de Sophie, virements vers des fournisseurs fantômes inconnus, avances de fonds. La vie financière de Marc, autrefois présentée comme la machinerie impressionnante d'un mari prospère, est devenue un tableau de l'appétit. Les fausses dettes se sont effondrées en premier. 2 prêteurs présumés n'ont pas pu être trouvés. Un numéro de téléphone appartenait à l'ancien collègue de Rémi, qui a paniqué lorsqu'il a été servi et a admis avoir signé une note après que Marc ait promis qu'elle ne serait jamais utilisée. Une autre note portait l'écriture de Denise sur la ligne de date.
Le plus grand prêt présumé, 25 000 € pour le soutien médical familial, était censé être dû à un cousin qui était en prison au moment où l'argent a changé de main. Isabelle a déposé une demande de sanction. Victor Laurent s'est retiré en tant qu'avocat de Marc 2 semaines plus tard. Sophie a essayé de se distancier de tout. Son cabinet de conseil immobilier a publié une déclaration fade disant qu'il n'avait jamais participé à des dépôts hypothécaires inappropriés et que toutes les communications concernant la résidence du port étaient exploratoires. Cela a duré jusqu'à ce que l'assignation de Solange atteigne les archives email de la société de Sophie. L'archive était une mine d'or d'arrogance. Sophie avait écrit à Marc: « Si Solange n'accepte pas de vendre, garde ta mère la plus longtemps. La pression fonctionne mieux quand elle semble domestique. » Dans un autre email, elle écrivait: « L'ancien appartement n'importe que parce qu'elle pense que c'est sentimental. Transforme le sentiment en praticité. Plus grande maison, futur enfant, ta mère qui vieillit. Fais en sorte que ça ressemble à son idée. » Dans un troisième, après que Marc se soit inquiété de la divulgation hypothécaire, Sophie a répondu: « Si le dossier d'état matrimonial est corrigé avant l'examen de souscription, ils s'en ficheront. Tout le monde fait ça. » Tout le monde, pensa Solange quand Isabelle lut cela à voix haute, était souvent l'armée imaginaire que les gens inventaient pour que les méfaits semblent courants. Puis l'entreprise de Sophie s'est fissurée d'une autre direction. Solange avait un ancien collègue de l'université, David Dupont, qui travaillait dans la gestion des risques d'entreprise dans un fonds de capital risque. Solange ne lui a pas demandé d'intervenir. Elle lui a seulement envoyé les éléments disponibles publiquement, les entreprises de Sophie, les noms de fournisseurs, le programme d'incitation hypothécaire, les virements suspects. David a appelé 2 jours plus tard. Solange, dit-il prudemment, une de ces entreprises est liée à un groupe de développement déjà sous enquête fiscale. Si tu es à l'aise, je peux transmettre les dossiers publics à quelqu'un qui devrait les examiner. Fais-le, dit Solange. Au moment où l'entreprise de Sophie a reçu un avis d'enquête réglementaire, Marc avait déjà remboursé la majeure partie des 15 000 € documentés sur le compte conjugal. Il a emprunté sur son avance de bonus, a liquidé une position de courtage et a récupéré ce qu'il pouvait de l'entreprise de Sophie. Sophie lui a crié dessus au téléphone dans un enregistrement que Marc a accidentellement produit lors de la découverte parce que son nouvel avocat n'avait pas examiné attentivement le dossier audio. « Tu as dit qu'elle était silencieuse » cria Sophie. « Tu as dit qu'elle préférerait renoncer à de l'argent plutôt que de se battre. » Marc a répondu: « Tu m'as dit que le dossier fonctionnerait parce que tu m'as dit que ta femme était gérable. » Solange a écouté une fois, puis a demandé à Isabelle de ne pas le rejouer à moins que ce ne soit nécessaire. Elle n'avait pas besoin d'entendre les gens la discuter comme un meuble pour savoir que la pièce avait brûlé. Le tribunal avançait plus lentement que ne le promettent les fantasmes de vengeance. Il y a eu des conférences de statut, des délais de documents, des ordonnances provisoires, une affaire de garde de rien avec l'épuisement émotionnel d'une guerre de garde. Mais la direction était claire. Le juge a rejeté à plusieurs reprises les tentatives de Marc de traiter l'appartement de Solange comme une propriété conjugale. Il a ordonné la conservation des fonds, a accordé à Solange les honoraires d'avocat liés à la défense de la fausse dette et a indiqué que la dissipation d'actifs conjugaux serait prise en compte dans la répartition finale. Denise a quitté Lyon bruyamment et est retournée dans les Ardennes, disant à ses proches que Solange avait jeté une vieille veuve à la rue. Rémi a emménagé avec un ami, puis avec une petite amie, puis est retourné chez Denise après avoir perdu son emploi. Le chat de groupe familial, que Solange avait mis en sourdine des années plus tôt, est devenu un théâtre de blâme jusqu'à ce qu'elle le quitte finalement sans annonce. La vie professionnelle de Marc s'est également détériorée. Son employeur, Agencement Lumière, avait toléré les rumeurs d'affaires et de drames familiaux. Il n'a pas toléré les enquêtes de conformité hypothécaire, les assignations et les chuchotements selon lesquels un directeur régional avait détourné de l'argent par l'intermédiaire d'un agent immobilier dont le cabinet était sous enquête. Marc a été mis en congé administratif en attendant un examen interne. Son bonus a été gelé. Son équipe a commencé à rendre compte directement à un autre directeur. Il a appelé Solange le lendemain de l'avis. Elle l'a laissé aller à la messagerie vocale. Son message était déchiré. « Solange, je sais que tu me détestes,
mais cela affecte mon travail. Si Agencement Lumière me licencie, comment suis-je censé te rembourser? Pouvons-nous être raisonnables, s'il te plaît? Raisonnable? Le mot lui a presque fait sourire. Isabelle a répondu par l'intermédiaire de son avocat, toute communication doit rester entre avocats. Marc est quand même venu à l'appartement un soir de pluie, 2 mois après la confrontation à la maison Méridien. Il s'est tenu devant l'entrée de l'immeuble, trempé, sans fleurs, ce qui montrait un certain apprentissage, mais pas assez. Solange l'a vu du hall et s'est arrêtée derrière la porte vitrée verrouillée. « Je veux juste 5 minutes, dit-il par l'interphone. Sa voix semblait brisée. Non, j'ai fait des erreurs. Sophie m'a manipulée. Ma mère m'a aussi fait pression. J'essayais de rendre tout le monde heureux. Solange a appuyé sur le bouton de l'interphone. Tu essayais de rendre tout le monde rentable. Marc, par où j'appelle la sécurité. Il la regarda à travers la pluie, un instant, elle vit l'homme qui lui avait apporté du café pendant un délai de minuit. L'homme qui lui avait frotté les pieds pendant qu'elle révisait des présentations clients. Cela lui faisait moins mal que prévu. Non pas parce que ces moments étaient faux, mais parce qu'ils étaient insuffisants. Une personne peut être gentille par fragments et rester dangereuse dans l'ensemble. Il est parti avant l'arrivée de la sécurité. Le règlement final est arrivé 5 mois après le dépôt. Solange a gardé son appartement. Elle a gardé les économies de ses parents. Marc a reconnu les 2 par écrit. Le compte conjugal, réapprovisionné par des virements de retour et ajusté pour la dissipation de Marc, a été divisé en faveur de Solange. Marc a payé un paiement de péréquation forfaitaire et les honoraires d'avocat. Les fausses dettes ont été retirées. Il a accepté de ne pas contacter Solange directement, sauf pour la documentation fiscale. Denise et Rémi ont signé des déclarations confirmant qu'ils n'avaient aucune créance de location ou d'occupation. Le jugement de divorce est arrivé par la poste un mercredi. Solange l'a ouvert à sa table de cuisine. Il n'y avait pas de musique, pas de tonnerre dramatique, pas de sentiment immédiat de renaissance. Le document déclarait simplement que le mariage était dissous et que certaines ordonnances financières étaient exécutoires. Elle a touché le sceau du tribunal d'un doigt. Puis elle a préparé du thé. Ce soir-là, elle a acheté des tournesols chez le fleuriste du coin. Pas des roses, pas des lys. Des tournesols, des visages effrontément brillants levés comme si la lumière n'était pas une métaphore, mais une habitude. Une semaine plus tard, elle a accepté un nouveau poste. David Dupont l'avait présenté à un plus grand cabinet de design et de stratégie commerciale qui avait besoin de quelqu'un pour gérer les partenariats clients régionaux sur toute la côte est. Solange avait hésité. Le litige de divorce l'avait épuisé. Le nouveau rôle semblait exigeant, politique, plein de voyages et de négociations à enjeux élevés. Puis le partenaire recruteur a dit, vos références disent que vous êtes calme sous pression et brutal avec les détails. Nous avons besoin des 2. Solange a presque ri. Brutal avec les détails lui avait sauvé la vie. Elle a accepté le poste. Ses premiers mois ont été difficiles. Elle a dû apprendre une organisation plus grande, diriger des personnes qui ne connaissaient que des rumeurs de son passé, et reconstruire sa confiance professionnelle après des mois passés à penser en termes défensifs. Pourtant, les mêmes compétences qui avaient protégé sa propriété la rendaient excellente dans le travail client. Tracer les motifs, lire les documents, identifier les leviers, ne jamais accepter une déclaration joyeuse non étayée par des chiffres. Elle a clôturé 2 projets qui étaient bloqués depuis 6 mois. Elle a réorganisé un pipeline de comptes chaotiques. Elle a appris à quitter le travail sans s'excuser auprès d'un appartement vide. Chaque vendredi, elle s'achetait des fleurs. Des nouvelles de Marc lui parvenaient par l'intermédiaire d'avocats puis par des dossiers publics. La société de Sophie Leroy a été entraînée dans une enquête pour fraude fiscale et contractuelle liée à des pots de vin de développeurs. Marc, en tant que source de financement et participant à certains dépôts immobiliers, est devenu une personne d'intérêt. Agencement Lumière l'a licencié pour violation des politiques d'éthique. Il a essayé le conseil. Les clients ont disparu. Denise a blâmé Solange publiquement jusqu'à ce que quelqu'un de la famille lui envoie des captures d'écran des emails de Sophie.
Puis Denise a blâmé Sophie. Rémi a blâmé Marc de ne pas avoir acheté l'appartement de la résidence du port avant que tout ne s'effondre. La cupidité, Solange l'a découvert, produisait rarement des complices loyaux. Des mois après le jugement, l'avocat de Marc a demandé à Isabelle si Solange envisagerait de suspendre l'exécution de la dernière tranche du règlement. Marc avait des problèmes de trésorerie. Il voulait s'excuser en personne. Il voulait la clôture. Solange a lu l'email pendant une pause déjeuner, assise sur une place ensoleillée avec une salade qu'elle voulait réellement manger. Elle a répondu à Isabelle. L'exécution continue. Pas de réunion. S'il me contacte directement à nouveau, préparez une demande de mise en demeure et d'ordonnance de protection. Puis elle est retournée au travail. Non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce que sa vie était enfin devenue plus importante que son remords. Le premier bonus important que Solange a gagné après le divorce est arrivé un jeudi après-midi. Elle se tenait dans son nouveau bureau, regardant les lumières de la ville commencer à briller le long de la rivière lorsque son téléphone a vibré avec une notification bancaire. Dépôt reçu 120 000 €. Bonus de performance de projet. Pendant plusieurs secondes, elle a simplement fixé le chiffre. Ce n'était pas la somme la plus importante qui lui était liée l'année précédente. Elle avait protégé un appartement d'une valeur bien supérieure. Elle avait forcé la restitution de fonds conjugaux. Elle avait préservé les économies de ses parents. Pourtant, cet argent lui semblait différent parce que personne ne le lui avait laissé, ne le lui avait caché, ni n'avait essayé de le lui prendre. Elle l'avait gagné par son propre travail après la pire année de sa vie d'adulte. Sur son bureau, il y avait une photo encadrée de ses parents lors d'un voyage qu'ils avaient fait en Bretagne avant le diagnostic de son père, tous deux souriant face au vent côtier. À côté, se trouvait un vase de tournesol, leur visage jaune légèrement chaotique, refusant l'élégance. Solange a touché la photo. « J'ai gardé la porte », dit-elle doucement. Le téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Isabelle. Notification finale. Affaire Moreau classée. Pas d'exécution en suspens. De plus, Denise Moreau a signé la reconnaissance de dette restante pour les fonds extraits de vous sous prétexte médicaux ou de soutien. Nous avons récupéré 6 000 € du montant contesté. Le reste ne vaut probablement pas la peine d'être poursuivi à moins que vous ne vouliez du sang symbolique. Solange a tapé, que cela se termine. La reconnaissance écrite est suffisante. Isabelle a répondu, je le pensais. Félicitations, Solange. Vous avez gagné. Le mot était étrange. Gagner semblait festif. Ce que Solange ressentait était plus calme. Clairance. Un chemin balayé assez propre pour marcher sans enjamber de vieux débris. La réunion client a commencé. Solange a présenté pendant 40 minutes. Elle a géré les objections, a redirigé un directeur financier combatif et a transformé un directeur des opérations sceptique en la personne qui argumentait en sa faveur. À la fin, le conseil a approuvé l'expansion avec seulement des révisions mineures. Ensuite, son patron l'a prise à part. Vous savez, vous nous avez fait gagner 6 mois. Je sais. Il a ri. Pas de fausse modestie. C'était un bon plan. C'était un excellent plan. Il y aura une discussion sur la rémunération le trimestre prochain, une discussion sérieuse. Solange l'a remercié et est retournée à son bureau, ressentant le genre de fatigue qui venait de l'effort plutôt que de la peur. Elle aimait ce sentiment. Il remplissait le corps au lieu de le vider. Au crépuscule, Grégoire a envoyé un SMS pour le dîner. Logistique purement de quartier. J'ai accidentellement cuisiné assez de pâtes pour un comité. Solange a regardé le message et a envisagé le réflexe familier de refuser parce qu'accepter rendait les choses compliquées. Puis elle a tapé « Je peux fournir un scepticisme solide et légal ». Sa réponse est venue immédiatement. Combinaison idéale. L'appartement de Grégoire était 2 étages au-dessus du sien, avec des livres encore dans des cartons et des œuvres d'art appuyées contre les murs. Il a ouvert la porte, portant un pull avec une manche retroussée et de la farine sur son poignet. J'ai peut-être exagéré la sophistication des pâtes, dit-il. Tu as fait la sauce à partir de 0 ?
J'ai ouvert 2 pots et ajouté du basilic pour te tromper. Fraude ambitieuse. Entièrement divulguée avant la dépendance. Ils ont mangé à son îlot de cuisine parce que la table à manger était couverte de dossiers. La conversation est passée du travail au livre aux terribles coupes de cheveux d'enfance. Solange a raconté une histoire sur son père qui étiquetait chaque document de la maison avec des onglets de couleur. Grégoire a dit « Je l'aurais aimé ». Solange a trouvé que cela ne faisait pas aussi mal qu'elle l'avait prévu. Plus tard, en aidant à débarrasser les assiettes, elle a remarqué qu'il avait placé un petit vase de tournesol sur le rebord de la fenêtre. Elle s'est arrêtée. Grégoire l'a vu regarder. Trop. Non, je ne les ai pas achetés pour faire une déclaration. Je suis passée devant le fleuriste et j'ai pensé que ton habitude du vendredi ne devrait pas être la seule fois où ils apparaissent. Mais si cela ressemble à une intrusion dans un rituel, je ne le ferai plus. Solange a touché un pétale légèrement. C'est délicat, dit-elle. Son expression s'est adoucie, mais il ne s'est pas rapproché. Cette retenue, avec le temps, est devenue l'espace où la confiance pouvait respirer. Ils ne se sont pas précipités. Solange n'était pas une femme renaissante grâce à l'attention d'un nouvel homme. Elle n'aimait plus cette version des histoires. Elle s'était reconstruite par la loi, le travail, l'argent, les serrures, les amis, les fleurs, le sommeil et la redécouverte que son propre jugement était fiable. Grégoire est entré dans cette vie reconstruite comme un invité qui attendait d'être invité dans chaque pièce. Quand elle a finalement dit oui à un dîner qui n'était pas déguisé en logistique, ils sont allés dans un petit restaurant sans salle privée et avec trop de bruit. Solange l'a choisi parce que rien ne ressemblait à la maison Méridien. Grégoire n'a pas demandé toute son histoire. Il en savait assez. Un jour, peut-être qu'elle lui raconterait en entier, ou peut-être que les parties publiques et les limites silencieuses seraient suffisantes. L'amour, elle l'avait appris, n'était pas le droit de consommer la douleur de quelqu'un. Marc a essayé une fois de plus de la contacter cet hiver-là. Le message est arrivé via un ancien compte email qu'elle ne vérifiait que parce qu'il était lié à quelques documents d'archives. Son objet était simple. Je suis désolée. Solange ne l'a pas ouvert pendant 3 jours. Quand elle l'a finalement fait, le message était plus court qu'elle ne l'avait prévu. Marc a écrit qu'il avait perdu son emploi, pris la responsabilité de son rôle dans les stratagèmes de Sophie et était entré dans un programme de conformité financière mandaté par le tribunal dans le cadre de sa probation. Il a écrit que Denise ne lui parlait plus sauf pour lui demander de l'argent qu'il n'avait pas. Rémi était parti. Sophie, faisant face à ses propres accusations, le blâmait dans chaque dépôt. Il a écrit qu'il avait confondu l'amour avec l'appropriation et la famille avec l'extraction. Il n'a pas demandé à la rencontrer. Il n'a pas demandé pardon. Il a terminé par « Tu étais la seule personne dans ce mariage qui comprenait ce que signifiait un foyer. Je suis désolée d'avoir essayé de transformer le tien en garantie. » Solange est restée avec l'email pendant un moment. Puis elle l'a transféré à Isabelle pour archivage. Elle ne ressentait pas le besoin de répondre. Toutes les excuses ne méritent pas une porte. Le lendemain matin, elle est allée à l'ancien parc préféré de ses parents avant le travail. Il avait plu pendant la nuit et les chemins étaient propres. Elle est passée devant des enfants se dirigeant vers l'école primaire qui avait rendu l'appartement si précieux pour la famille de Marc et si significatif pour ses parents. Sa mère avait dit un jour que les bonnes écoles étaient importantes parce que les enfants devaient grandir près de la possibilité. Solange pensait maintenant que les adultes avaient aussi besoin de zones scolaires, des limites au sein desquelles de meilleurs futurs pouvaient grandir. Au bout du chemin, elle a appelé la gestionnaire immobilière et a renouvelé l'assurance de son appartement. Puis elle a appelé sa conseillère financière et a augmenté sa contribution à sa retraite. Des petits gestes, non romantiques et puissants. La propriété n'était pas seulement un acte, c'était un entretien. Des mois plus tard, Solange a assisté à un autre forum de l'industrie, cette fois en tant qu'oratrice. Son sujet était les responsabilités cachées dans les partenariats de croissance. Elle a parlé de la due diligence financière, des risques liés aux parties liées et du danger de faire confiance à des assurances informelles lorsque des actifs solides étaient en jeu. Elle n'a pas mentionné Marc. Elle n'en avait pas besoin.
Chaque leçon avait dépassé sa source. Pendant les questions-réponses, une jeune femme a demandé « Comment savez-vous quand il faut abandonner une affaire qui semble émotionnellement importante mais financièrement dangereuse ?» Solange a regardé l'auditoire. Un instant, elle a vu la porte du restaurant, la main de Marc avec la serviette, Sophie souriante, Denise mesurant sa maison. Puis elle a vu son propre bureau, les tournesols, la photo de ses parents, Grégoire écoutant depuis la 3e rangée sans revendiquer aucune part de son succès. Vous cherchez le moment où l'autre partie a besoin que vous cessiez de demander des documents, dit Solange. C'est généralement le moment où la vérité commence. La pièce est devenue silencieuse. Puis les stylos ont commencé à bouger. Après le panel, Grégoire l'a rencontré près de la sortie. Brutal avec les détails, dit-il. Toujours effrayé, plus impressionné qu'effrayé. Légèrement effrayé, une quantité saine. Ils ont marché ensemble dans le hall en discutant d'une entreprise de logiciels de logistique qui avait gonflé ses revenus récurrents en comptant des comptes d'essai. La conversation était facile. Pas de performance, pas de sondage, juste 2 professionnels appréciant le plaisir d'être compris rapidement. Quand ils sont arrivés à la sortie, Grégoire a dit « J'espère que ce n'est pas trop audacieux, mais voudriez-vous dîner un de ces jours ?» Si la réponse est non, je continuerai à me comporter normalement. Solange a apprécié la dernière phrase plus que l'invitation. « Je ne suis pas sûre de ce que je veux, dit-elle. » C'est une réponse acceptable. Ce n'est pas un oui. Je sais. Elle le regarda et ne ressentit aucune précipitation, aucun besoin étourdissant de combler le silence, aucune peur que le refus ne transforme la chaleur en punition. « Redemandez-moi plus tard, dit-elle. Grégoire hocha la tête. « Je peux faire plus tard. » Plus tard arriva par accident. 2 semaines après le forum, Solange reçut un message de l'immeuble. Le propriétaire de la place de parking S052 avait changé. Veuillez noter la nouvelle immatriculation du véhicule. Elle l'ignora jusqu'à ce qu'elle descende après le travail et trouve Grégoire debout à côté d'une berline noire sur la place voisine, tenant une boîte de documents et ayant l'air vraiment surpris. « Vous vivez ici ?» demanda Solange. Il jeta un coup d'œil au numéro de la place, puis de nouveau à elle. « Je viens de finaliser l'achat de l'appartement au-dessus. Apparemment, je suis votre nouveau voisin de parking. Ce n'était pas prévu, cependant. Je réalise que cela ressemble exactement à ce que dirait un homme louche dans un drame. » Solange rit. Un vrai rire, imprévu et léger. Ça a l'air suspect, en effet. Je peux fournir les documents de clôture, les emails de l'agent immobilier et un affidavit de non-contact. Un affidavit notarié si nécessaire. Elle secoua la tête, toujours souriante. Bienvenue dans l'immeuble, Grégoire. Merci, Solange. Pour la première fois depuis des années, entendre un homme prononcer son nom ne ressemblait pas à une revendication. Cela ressemblait à une reconnaissance. Le printemps est passé à l'été. Solange et Grégoire sont devenus des voisins qui partageaient parfois les ascenseurs, puis des professionnels qui échangeaient des articles, puis des amis qui dînaient occasionnellement après de longues réunions. Il a appris qu'elle achetait des tournesols tous les vendredis. Elle a appris qu'il détestait les olives, mais faisait semblant de ne pas les détester parce que sa mère les aimait. Il n'a pas insisté. Elle n'a pas fui. Lorsque la restitution finale de Marc est arrivée, Solange n'a pas célébré avec du champagne. Elle est allée à la librairie, a acheté une pile de romans qu'elle avait tardé à lire, puis a acheté 2 bouquets de tournesol, et en a donné un au concierge, qui avait appelé la sécurité lorsque Marc s'attardait trop longtemps devant l'immeuble. « Belle journée » demanda le concierge. Solange regarda les fleurs. « Assez belle » dit-elle. Ce soir-là, elle plaça les tournesols près de la fenêtre et ouvrit un livre. L'appartement était calme, pas vide. Calme. La différence était tout. 6 mois après le prononcé du divorce, Solange se tenait de nouveau devant un mur de verre. Mais cette fois, le reflet qui la regardait n'était pas celui d'une femme se préparant à la guerre. Elle était dans la salle de conférence du siège régional de sa nouvelle entreprise, attendant l'arrivée d'un conseil client. Sur la table,
des classeurs pour un projet d'expansion de plusieurs millions d'euros qu'elle avait construit de toutes pièces. Son équipe était assise autour d'elle, révisant les points de discussion. Une jeune responsable murmura, « S'ils contestent le coût de déploiement, devrions-nous commencer par le modèle de personnel ?» Solange secoua la tête. Commencer par le risque évité. Les gens discutent du coût. Ils écoutent le risque. La jeune responsable hocha la tête et le nota comme si c'était une écriture sainte. Solange sourit presque. 1 an plus tôt, elle avait appris cette leçon exacte en défendant sa propre vie contre des gens qui voulaient appeler le vol de la praticité. Son téléphone, face cachée à côté de son dossier, vibra une fois. Elle le vérifia avant l'arrivée du client. Un message d'Isabelle. Avis final. Affaire Moreau classée. Pas d'exécution en suspens. De plus, Denise Moreau a signé la reconnaissance de dette restante pour les fonds extraits de vous sous prétexte médicaux ou de soutien. Nous avons récupéré 6 000 € du montant contesté. Le reste ne vaut probablement pas la peine d'être poursuivi à moins que vous ne vouliez du sang symbolique. Solange tapa, que cela se termine. La reconnaissance écrite est suffisante. Isabelle répondit, je le pensais. Félicitations, Solange. Vous avez gagné un combat. Le mot était étrange. Gagner semblait festif. Ce que Solange ressentait était plus calme. Un dégagement. Un chemin balayé assez propre pour marcher sans enjamber d'anciens débris. La réunion client commença. Solange présenta pendant 40 minutes. Elle géra les objections, redirigea un directeur financier combatif et transforma un directeur des opérations sceptique en la personne qui argumentait en sa faveur. À la fin, le conseil approuva l'expansion avec seulement des révisions mineures. Ensuite, son patron la prit à part. Vous savez, vous nous avez fait gagner 6 mois. Je sais. Il rit. Pas de fausse modestie. C'était un bon plan. C'était un excellent plan. Il y aura une discussion sur la rémunération le trimestre prochain, une discussion sérieuse. Solange le remercia et retourna à son bureau, ressentant le genre de fatigue qui venait de l'effort plutôt que de la peur. Elle aimait ce sentiment. Il remplissait le corps au lieu de le vider. Au crépuscule, Grégoire envoya un SMS pour le dîner. Logistique purement de quartier. J'ai accidentellement cuisiné assez de pâtes pour un comité. Solange regarda le message et considéra le réflexe familier de refuser parce qu'accepter rendait les choses compliquées. Puis elle tapa, je peux fournir un scepticisme solide et légal. Sa réponse vint immédiatement. Combinaison idéale. L'appartement de Grégoire était 2 étages au-dessus du sien avec des livres encore dans des cartons et des œuvres d'art appuyées contre les murs. Il ouvrit la porte, portant un pull avec une manche retroussée et de la farine sur son poignet. J'ai peut-être exagéré la sophistication des pâtes, dit-il. Tu as fait la sauce à partir de 0 ? J'ai ouvert 2 pots et ajouté du basilic pour te tromper. Fraude ambitieuse. Entièrement divulguée avant la dépendance. Ils mangèrent à son îlot de cuisine car la table à manger était couverte de dossiers. La conversation passa du travail au livre aux terribles coupes de cheveux d'enfance. Solange raconta une histoire sur son père étiquetant chaque document de la maison avec des onglets de couleur. Grégoire dit, je l'aurais aimé. Solange trouva que cela ne faisait pas aussi mal qu'elle l'attendait. Plus tard, en aidant à débarrasser les assiettes, elle remarqua qu'il avait placé un petit vase de tournesol sur le rebord de la fenêtre. Elle s'arrêta. Grégoire la vit regarder. Trop. Non, je ne les ai pas achetés pour faire une déclaration. Je suis passé devant le fleuriste et j'ai pensé que ton habitude du vendredi ne devrait pas être la seule fois où ils apparaissent. Mais si cela ressemble à une intrusion dans un rituel, je ne le ferai plus. Solange toucha une pétale légèrement. Cela me semble attentionné, dit-elle. Son expression s'adoucit, mais il ne se rapprocha pas. Cette retenue, avec le temps, est devenue l'espace dans lequel la confiance pouvait respirer. Ils ne se sont pas précipités. Solange n'était pas une femme renaissante grâce à l'attention d'un nouvel homme. Elle n'aimait plus cette version des histoires. Elle s'était reconstruite par la loi,
le travail, l'argent, les serrures, les amis, les fleurs, le sommeil et la redécouverte que son propre jugement était fiable. Grégoire est entré dans cette vie reconstruite comme un invité qui attendait d'être invité dans chaque pièce. Quand elle a finalement dit oui à un dîner qui n'était pas déguisé en logistique, ils sont allés dans un petit restaurant sans salle privée et avec trop de bruit. Solange l'a choisi parce que rien ne ressemblait à la maison Méridien. Grégoire n'a pas demandé toute son histoire. Il en savait assez. Un jour, peut-être qu'elle lui raconterait en entier, ou peut-être que les parties publiques et les limites silencieuses seraient suffisantes. L'amour, elle l'avait appris, n'était pas le droit de consommer la douleur de quelqu'un. Marc a essayé une fois de plus de la contacter cet hiver-là. Le message est arrivé via un ancien compte email qu'elle ne vérifiait que parce qu'il était lié à quelques documents d'archives. Son objet était simple. Je suis désolée. Solange ne l'a pas ouvert pendant 3 jours. Quand elle l'a finalement fait, le message était plus court qu'elle ne l'avait prévu. Marc a écrit qu'il avait perdu son emploi, pris la responsabilité de son rôle dans les stratagèmes de Sophie et était entré dans un programme de conformité financière mandaté par le tribunal dans le cadre de sa probation. Il a écrit que Denise ne lui parlait plus sauf pour lui demander de l'argent qu'il n'avait pas. Rémi était parti. Sophie, faisant face à ses propres accusations, le blâmait dans chaque dépôt. Il a écrit qu'il avait confondu l'amour avec l'appropriation et la famille avec l'extraction. Il n'a pas demandé à la rencontrer. Il n'a pas demandé pardon. Il a terminé par « Tu étais la seule personne dans ce mariage qui comprenait ce que signifiait un foyer. Je suis désolé d'avoir essayé de transformer le tien en garantie. » Solange est restée avec l'email pendant un moment. Puis elle l'a transféré à Isabelle pour archivage. Elle ne ressentait pas le besoin de répondre. Toutes les excuses ne méritent pas une porte. Le lendemain matin, elle est allée à l'ancien parc préféré de ses parents avant le travail. Il avait plu pendant la nuit et les chemins étaient propres. Elle est passée devant des enfants se dirigeant vers l'école primaire qui avait rendu l'appartement si précieux pour la famille de Marc et si significatif pour ses parents. Sa mère avait dit un jour que les bonnes écoles étaient importantes parce que les enfants devaient grandir près de la possibilité. Solange pensait maintenant que les adultes avaient aussi besoin de zones scolaires, des limites au sein desquelles de meilleurs futurs pouvaient grandir. Au bout du chemin, elle a appelé la gestionnaire immobilière et a renouvelé l'assurance de son appartement. Puis elle a appelé sa conseillère financière et a augmenté sa contribution à sa retraite. Des petits gestes, non romantiques et puissants. La propriété n'était pas seulement un acte, c'était un entretien. Des mois plus tard, Solange a assisté à un autre forum de l'industrie, cette fois en tant qu'oratrice. Son sujet était les responsabilités cachées dans les partenariats de croissance. Elle a parlé de la due diligence financière, des risques liés aux parties liées et du danger de faire confiance à des assurances informelles lorsque des actifs solides étaient en jeu. Elle n'a pas mentionné Marc. Elle n'en avait pas besoin. Chaque leçon avait dépassé sa source. Pendant les questions-réponses, une jeune femme a demandé « Comment savez-vous quand il faut abandonner une affaire qui semble émotionnellement importante mais financièrement dangereuse ?» Solange a regardé l'auditoire. Un instant, elle a vu la porte du restaurant, la main de Marc avec la serviette, Sophie souriante, Denise mesurant sa maison. Puis elle a vu son propre bureau, les tournesols, la photo de ses parents, Grégoire écoutant depuis la 3e rangée sans revendiquer aucune part de son succès. Vous cherchez le moment où l'autre partie a besoin que vous cessiez de demander des documents, dit Solange. C'est généralement le moment où la vérité commence. La pièce est devenue silencieuse. Puis les stylos ont commencé à bouger. Après le panel, Grégoire l'a rencontré près de la sortie. Brutal avec les détails, dit-il. Toujours effrayé, plus impressionné qu'effrayé. Légèrement effrayé, une quantité saine. Ils ont marché ensemble dans le hall en discutant d'une entreprise de logiciels de logistique qui avait gonflé ses revenus récurrents en comptant des comptes d'essai. La conversation était facile. Pas de performance, pas de sondage, juste 2 professionnels appréciant le plaisir d'être compris rapidement. Quand ils sont arrivés à la sortie, Grégoire a dit « J'espère que ce n'est pas trop audacieux, mais voudriez-vous dîner un de ces jours ?» Si la réponse est non, je continuerai à me comporter normalement.
Solange a apprécié la dernière phrase plus que l'invitation. Je ne suis pas sûre de ce que je veux, dit-elle. C'est une réponse acceptable. Ce n'est pas un oui. Je sais. Elle le regarda et ne ressentit aucune précipitation, aucun besoin étourdissant de combler le silence, aucune peur que le refus ne transforme la chaleur en punition. Redemandez-moi plus tard, dit-elle. Grégoire hocha la tête. Je peux faire plus tard. Plus tard arriva par accident. 2 semaines après le forum, Solange reçut un message de l'immeuble. Le propriétaire de la place de parking S052 avait changé. Veuillez noter la nouvelle immatriculation du véhicule. Elle l'ignora jusqu'à ce qu'elle descende après le travail et trouve Grégoire debout à côté d'une berline noire sur la place voisine, tenant une boîte de documents et ayant l'air vraiment surpris. « Vous vivez ici ?» demanda Solange. Il jeta un coup d'œil au numéro de la place, puis de nouveau à elle. « Je viens de finaliser l'achat de l'appartement au-dessus. Apparemment, je suis votre nouveau voisin de parking. Ce n'était pas prévu, cependant. Je réalise que cela ressemble exactement à ce que dirait un homme louche dans un drame. » Solange rit. Un vrai rire, imprévu et léger. Ça a l'air suspect, en effet. Je peux fournir les documents de clôture, les emails de l'agent immobilier et un affidavit de non-contact. Un affidavit notarié si nécessaire. Elle secoua la tête, toujours souriante. Bienvenue dans l'immeuble, Grégoire. Merci, Solange. Pour la première fois depuis des années, entendre un homme prononcer son nom ne ressemblait pas à une revendication. Cela ressemblait à une reconnaissance. Le printemps est passé à l'été. Solange et Grégoire sont devenus des voisins qui partageaient parfois les ascenseurs, puis des professionnels qui échangeaient des articles, puis des amis qui dînaient occasionnellement après de longues réunions. Il a appris qu'elle achetait des tournesols tous les vendredis. Elle a appris qu'il détestait les olives, mais faisait semblant de ne pas les détester parce que sa mère les aimait. Il n'a pas insisté. Elle n'a pas fui. Lorsque la restitution finale de Marc est arrivée, Solange n'a pas célébré avec du champagne. Elle est allée à la librairie, a acheté une pile de romans qu'elle avait tardé à lire, puis a acheté 2 bouquets de tournesol, et en a donné un au concierge, qui avait appelé la sécurité lorsque Marc s'attardait trop longtemps devant l'immeuble. « Belle journée » demanda le concierge. Solange regarda les fleurs. « Assez belle » dit-elle. Ce soir-là, elle plaça les tournesols près de la fenêtre et ouvrit un livre. L'appartement était calme, pas vide. Calme. La différence était tout. Le matin après que le jugement de divorce soit devenu définitif, Marc Moreau a épousé Sophie Leroy au palais de justice de 2 départements plus loin. Solange l'a appris non pas de Marc ni des rumeurs, mais d'une mise à jour de conformité transmise par Isabelle. Sophie avait utilisé le nouveau certificat de mariage dans une dernière tentative pour relancer la transaction de la résidence du port. La logique était presque impressionnante dans son désespoir. Si Marc ne pouvait plus se qualifier par une séparation en attente de Solange, peut-être que lui et Sophie pourraient se qualifier en tant que nouveau ménage marié sous un produit hypothécaire différent. Avec le cabinet de Sophie présentant les futurs revenus de commission comme soutien, la banque n'était pas amusée. L'autorité du logement de la ville l'était encore moins. À midi, le dossier révisé avait été signalé pour un examen approfondi. À 15 heures, le promoteur de la résidence du port avait émis un avis de défaut sur le dépôt d'achat. À 17 heures, la société de Sophie a reçu une demande de documents concernant les fonds clients utilisés comme avance sur garantie. À 18h30, Marc a appelé Solange depuis un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'a laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Son message est arrivé 1 minute plus tard, essoufflé et dépouillé de fierté. « Solange, s'il te plaît. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais la banque traite tout comme une fraude. Si ton avocat t'envoie une clarification que tu ne poursuis pas de réclamation supplémentaire, il pourrait libérer la retenue d'examen. Sophie et moi sommes mariés maintenant. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas perdre le dépôt et mon emploi la même semaine. Rappelle-moi, s'il te plaît. » Solange a écouté une fois en se tenant à son comptoir de cuisine avec une tasse de thé à la main.
Elle n'a pas ressenti la douleur aiguë qu'elle attendait. Elle a seulement ressenti la reconnaissance terne d'un schéma qui était finalement devenu ennuyeux. Marc croyait toujours que ses paroles existaient pour résoudre les conséquences de ses choix. Elle a transféré le message vocal à Isabelle avec une seule ligne, pas de réponse sauf par l'intermédiaire du conseil. La réponse formelle d'Isabelle fut courte. Mademoiselle Dubois ne fournira aucune déclaration minimisant ou retirant ses réclamations documentées. Tous les examens institutionnels peuvent se poursuivre sur la base de leur propre dossier. Marc a rappelé cette nuit-là. Puis Sophie a appelé depuis un numéro inconnu, la voix cassante sous une fausse politesse. Solange, de femme à femme, je sais que nous t'avons fait du mal, mais cela va nous ruiner tous les deux. Tu as eu ton appartement. Tu as eu ton argent. Que veux-tu de plus? Solange s'est surprise à répondre. Une soirée tranquille, dit-elle. Ne rappelez plus. Sophie a inspiré brusquement. Tu apprécies ça? Non. Alors pourquoi ne nous aidez-vous pas? Solange a regardé les tournesols sur le rebord de sa fenêtre. Parce que vous êtes sa femme maintenant. Demandez à votre mari de vous sauver. Ou demandez-vous pourquoi vous avez épousé un homme dont le nouveau mariage avait besoin de mon silence pour survivre. Elle a mis fin à l'appel et a bloqué le numéro. Cette phrase a voyagé plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Sophie l'a répétée à Marc lors d'une dispute entendue par un courtier de la résidence du port. Le courtier l'a répétée à un ami. L'ami travaillait dans un bureau voisin du juridique où les histoires de riches imbéciles circulaient plus vite que les dossiers. En une semaine, la phrase était devenue une blague de bureau dans des cercles que Solange n'a jamais fréquentés. Demandez à votre nouvelle femme. Marc a demandé à sa nouvelle femme. Sophie n'avait pas d'argent à lui donner. Son argent avait été dépensé pour maintenir la surface polie de son cabinet, couvrir d'anciennes avances et payer des avocats maintenant que les régulateurs commençaient à se demander pourquoi tant de dépôts clients avaient transité par des entités liées. Leur mariage au palais de justice, censé garantir l'avenir, est devenu un autre nœud probatoire. Marc avait épousé la femme dont la société avait reçu des fonds contestés de son premier mariage. Sophie avait épousé l'homme dont les déclarations financières étaient en cours d'examen. Chacun pensait que l'autre lui offrirait un abri. Au lieu de cela, ils sont devenus la météo l'un de l'autre. Agencement Lumière a licencié Marc 3 semaines plus tard. La lettre de licenciement citait la violation de la politique d'éthique, la fausse déclaration dans les documents financiers et l'implication dans des transactions qui exposaient l'entreprise à un risque de réputation. Marc a tenté de soutenir que son divorce privé n'avait rien à voir avec son emploi. Agencement Lumière a répondu avec des copies de chevauchement de fournisseurs, des paiements liés à Sophie et des preuves que Marc avait utilisé des contacts de l'entreprise pour faciliter des investissements immobiliers privés. Les indemnités de départ qui l'attendaient ont disparu. Sophie a perdu sa licence pour intermédier certaines transactions en attendant l'enquête. Son propriétaire l'a poursuivi pour les loyers impayés. 2 clients ont exigé le remboursement des dépôts. Lorsqu'elle et Marc se sont disputés devant leur appartement temporaire, un voisin a filmé assez longtemps pour capturer Sophie criant « Tu as promis que Solange plierait. Tu as promis que l'argent de son appartement était essentiellement le tien. » Le clip n'est jamais devenu entièrement viral, mais il a atteint tous ceux qui importaient. Solange ne l'a pas regardé. Isabelle n'a envoyé que les faits juridiques. Utile, mais pas nécessaire. L'audience finale sur la demande d'exécution de Solange a eu lieu à la fin de l'automne. Marc est apparu plus mince, son costume lui pendait, ses cheveux moins contrôlés. Sophie n'était pas là. Denise n'était pas là. Rémi n'était pas là. Le juge a ordonné que les montants impayés restants soient saisis sur le compte de courtage liquidé de Marc et a préservé le droit de Solange de demander d'autres honoraires s'il tardait encore. Devant le palais de justice, Marc attendait près des marches. Solange, dit-il. Isabelle commença à intervenir, mais Solange leva la main. Elle n'avait plus peur de lui maintenant. Prudente. Oui. Complètement finie. Marc la regarda longuement. J'ai épousé Sophie parce que je pensais que si je m'engageais, au moins quelque chose resterait. Ce n'était plus de l'amour à ce moment-là. C'était de la panique.
Solange ajusta la sangle de son sac. Ça ressemble à quelque chose à dire à votre thérapeute. Il eut un rire cassé. Tu as toujours été plus perspicace que je ne l'ai admis. Non, j'ai toujours été aussi perspicace. Tu étais trop près de ce que tu voulais voler pour remarquer le tranchant. Il baissa la tête. Je suis désolé pour l'appartement de tes parents, pour ton argent, pour Sophie, pour tout cela. Je crois que vous êtes désolé que cela se soit terminé ainsi. C'est tout. Solange réfléchit attentivement. Elle avait appris à ne pas donner de mots à bon marché. Non, dit-elle, je crois que vous regrettez certaines de vos actions. Mais le regret n'est pas un remboursement, et ce n'est pas une réparation. Le remboursement est géré par le tribunal. La réparation n'est plus votre travail. Il leva les yeux rouges. Peux-tu jamais penser à moi sans me haïr? Je le peux déjà. L'espoir vacilla, horrible et nu. Solange terminait principalement. Je ne pense plus à vous du tout. Ce fut le coup auquel il ne s'était pas préparé. La colère l'aurait maintenu au centre. La haine aurait signifié qu'il occupait encore une pièce en elle. L'indifférence lui montrait que le bâtiment avait été démoli. Solange descendit les marches du palais de justice et ne regarda pas en arrière. L'hiver vint, propre et lumineux. Son travail s'est étendu. Son appartement est resté le sien. Les économies de ses parents ont été transférées sur un compte diversifié avec des bénéficiaires qu'elle a choisis. Elle a remplacé les vieux meubles de bureau que Rémi avait endommagés et a transformé la pièce en bibliothèque et bureau à domicile. La première nuit où elle y a travaillé, la pluie a tapé aux fenêtres et le radiateur a sifflé, et elle a réalisé qu'elle n'écoutait plus les pas dans le couloir. Grégoire est devenu une présence constante sans devenir le centre. Il portait des boîtes lourdes lorsqu'elle a réorganisé la bibliothèque, puis a accepté un paiement en raviolis à emporter parce qu'elle insistait sur une forme de compensation. Il a assisté à son atelier à la clinique d'Isabelle et s'est assis à l'arrière, prenant des notes comme un étudiant. Quand une femme de la clinique a ensuite demandé à Solange si la vie redevenait vraiment normale, Solange a répondu honnêtement, pas l'ancienne normale, une meilleure si vous la construisez volontairement. Le soir du Nouvel An, Solange a organisé un petit dîner. Isabelle est venue. David et sa femme sont venus. Grégoire est venu avec un gâteau à l'orange qu'il prétendait avoir acheté dans une pâtisserie, mais qu'il avait clairement fait lui-même car un côté penchait. À minuit, des feux d'artifice ont éclaté sur la ville au-delà de sa fenêtre. Personne n'a fait de discours sur les nouveaux départs. Ils se sont simplement tenus ensemble, les verres levés, et l'appartement s'est senti plein d'une manière qu'il n'avait jamais eue lorsque Denise et Rémi occupaient chaque recoin. Après le départ des invités, Grégoire a aidé à faire la vaisselle. Tu sais, dit-il, essuyant une assiette, quand je t'ai rencontré, David m'a prévenu de ne pas te sous-estimer. L'as-tu fait? Pendant environ 3 secondes. Puis tu as corrigé ma lecture d'une clause d'action privilégiée et je me suis ressaisie. Solange rit. Il posa la serviette. Puis-je te demander quelque chose sans exiger de réponse immédiate? Cela dépend si c'est une proposition. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, mon Dieu, je ne suis pas suicidaire. Dîner d'abord, plusieurs dîners, formulaire de consentement, peut-être un examen en comité. Elle rit plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Il sourit, puis devint sérieux. J'allais te demander si tu voulais franchir cette étape du dîner. Pas parce que David le veut. Pas parce que je vis au-dessus, mais parce que je t'apprécie, et parce que je peux accepter un non sans devenir étrange. Solange le regarda à travers la cuisine qu'elle avait récupérée. Autrefois, l'amour lui avait été présenté comme une tempête, urgent, consommateur, impossible à refuser sans culpabilité. Grégoire l'offrait comme une porte laissée ouverte avec de la lumière au-delà. Oui, dit-elle. Il cligna des yeux. Pour dîner. Pour dîner. Ne deviens pas ambitieux. Jamais au-delà de la portée autorisée. Le premier dîner fut simple. Le second moins prudent. Le troisième se termina par un baiser devant la porte de son appartement, doux et sans hâte, après qu'il ait demandé « Puis-je » et attendu sa réponse comme si cela importait, parce que cela importait. Des mois plus tard,
Quand Solange dit à Isabelle qu'elle voyait Grégoire, Isabelle dit seulement « Bien. S'il me déçoit, je sais où déposer une plainte. » Solange répondit « Vous êtes terrifiante. C'est pourquoi vous m'avez engagée. » À ce moment-là, l'approbation de Marc avait commencé. Sophie était empêtrée dans des poursuites civiles et avait déménagé de l'appartement qu'elle et Marc n'avaient jamais vraiment pu se permettre. Denise était retournée définitivement dans les Ardennes, disant à quiconque voulait l'entendre que les citadines ruinaient les fils. Rémi avait enfin trouvé un emploi stable après que personne dans sa famille n'eut d'argent de rechange pour soutenir ses errances. Leur vie continuait, plus petite et plus mesquine qu'ils ne l'avaient imaginé. La vie de Solange continuait aussi, plus grande et plus tranquille qu'elle n'avait osé l'espérer. Un vendredi soir, elle sortit du parking après le travail. La voiture de Grégoire suivait à une distance respectueuse parce qu'il se rendait à la même réception professionnelle, non pas parce qu'il supposait qu'ils devaient arriver ensemble. À la sortie du garage, le feu de signalisation passa au rouge. Solange s'arrêta et regarda dans le rétroviseur. Son propre visage la regardait, plus âgée que la femme qui s'était tenue devant la maison Méridien, plus sereine que l'épouse qui s'était assise derrière une porte verrouillée à tester l'enregistreur. Plus lumineuse que la fille qui pensait autrefois que la paperasse était l'habitude anxieuse de son père. La lumière changea. Solange continua d'avancer. Derrière elle se trouvaient les dettes forgées, les plans volés, la famille qui avait essayé de transformer l'amour en levier, le mari qui avait confondu son silence avec de la faiblesse, et sa maison avec une garantie. À côté d'elle, invisible mais présente, se trouvaient les documents qu'elle avait conservés, les gens qui l'avaient cru, les compétences qu'elle avait affûtées et la vie qu'elle avait construite, une limite à la fois. Devant elle, la ville s'ouvrait en couloir d'or. Solange Dubois était partie avec tout ce qui lui appartenait. Plus important encore, elle avait appris qu'elle s'appartenait à elle-même.